Bonjour, bonjour à tous. Je m'appelle Aurélie Gritin, je suis directrice marketing chez Yahoo. Je suis ravie, au nom de Yahoo, de vous accueillir ce matin dans notre cafétéria pour ce nouveau petit déjeuner MMA. Je vous ferai juste un rapide mot d'introduction. D'abord pour vous dire en fait qu'il y a 10 ans, ma vie a changé. Voilà, on est un peu entre nous, on va se raconter des trucs un peu perso. J'entends déjà le « oh non, je me suis pas levée plus tôt pour ça ». En fait, si, il y a 10 ans, ma vie a changé. Peut-être la vôtre d'ailleurs, parce qu'il y a 10 ans, l'iPhone a été lancé. Alors, je sais pas vous, mais ça marque quand même un cap dans ma vie. Surtout, avec l'iPhone, a été inventée une nouvelle façon de consommer le mobile. Donc, de nouveaux usages, de nouvelles habitudes. Les applications, et avec elles, les notifications push dont il est question notamment ce matin. Et il y a 8 ans, Fleury, qui est le SDK mobile de Yahoo, commençait à publier une photographie de l'usage des applications, donc l'usage in-app. Et aujourd'hui, on a publié cette nouvelle photographie en janvier dans ce qu'on appelle le State of Mobile, donc qui a été publié le mois dernier par Fleury. Donc c'est la 8e édition, donc on a assez de recul pour voir toutes les évolutions. Il est encore un peu tôt pour vous asséner trop de chiffres, alors je vais juste en sélectionner quelques-uns. Donc cette photographie est faite grâce à la data Fleury. La data Fleury, c'est un des piliers essentiels de la data Yahoo, donc pour tout ce qui est du comportement in-app. Fleury est connecté à 940 000 apps dans le monde et est connecté à 2,1 milliards de devices dans le monde. Donc ça nous permet d'avoir cette photographie et cette assise sur l'usage des mobiles. Ce qu'on a constaté dans cette édition cette année, c'est qu'on continue de voir une progression dans les usages des applis. On a eu plus 11% de progression en termes d'usage. Et ce qu'on a vu pour la première fois, c'est que le temps passé a progressé de plus 69%. Mais pour la première fois, on voit que des catégories commencent à concurrencer d'autres catégories. C'est-à-dire que le temps n'est plus extensible. Et si on utilise plus une catégorie, c'est au détriment d'une autre. En l'occurrence, on voit qu'on a un usage encore très fort en termes de temps passé sur le messaging et le social, qui ont vu leur temps passé connu une évolution sur leur temps passé de plus 369%, donc ce qui est quand même assez important. Et on voit que, en regard aussi, progressent également les applications du quotidien, ce qu'on appelle chez Yahoo, les daily habits, que sont notamment par exemple la finance ou le sport. Donc la finance a progressé de plus 43%, le sport a progressé de plus 23% en temps passé. Et en fait, ce sont aussi des catégories qui, au fil du temps, ont évolué quasiment à un usage uniquement mobile, puisqu'on est sur de la data en temps réel, et que quand il y a un match, quand il y a besoin de voir une cotation, on prend plus spontanément son mobile, parce que c'est là où on sait qu'on aura une donnée à jour, et on aura l'accès à cette donnée ultra facilement dans sa poche. On a vu, que je vous disais il y a un temps passé qui progresse pour d'autres catégories, un temps passé qui recule pour d'autres. Les médias sont un peu en recul, comme le gaming aussi, qui a toujours été la catégorie un peu reine du mobile. Donc aujourd'hui, on a un peu cette maturité dans les usages, et un usage vient en compenser un autre. Et en fait, comme on assiste à cette concurrence un peu en termes de temps passé entre les applis, on voit aussi que ce qui va être important, ça va être cette compréhension des usages, compréhension des mobinautes, comment ils utilisent les applis in-app. Donc c'est toute l'importance et toute la valeur ajoutée de Fleury, c'est de pouvoir comprendre vos audiences, pour pouvoir engager des relations fortes avec eux et pouvoir leur proposer la meilleure expérience utilisateur possible et pouvoir les engager avec vos marques et vos utilisateurs et vos prospects. Voilà, pour le petit mot d'introduction. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue et je vous souhaite une bonne matinée. Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour le deuxième petit déjeuner de l'année organisé par la MMA. Donc bienvenue à toutes et à tous à ce petit déjeuner dédié au messaging mobile organisé par la Mobile Marketing Association, donc la MMA, en partenariat avec AxEngage.
Donc je suis très heureux de vous accueillir pour ce petit déjeuner. Je suis Josué Erdangaraï, je suis un des administrateurs de la Mobile Marketing Association et je suis aussi responsable de la commission Messaging Mobile. Quelques mots d'introduction avant de passer au vif du sujet concernant la MMA. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas bien la MMA, ceux et celles qui ne sont pas encore venus, qui viendraient pour la première fois au petit déjeuner. Donc la MMA, c'est l'association qui représente l'écosystème du marketing mobile, c'est 140 membres. Il y a des prestataires, des régies, des annonceurs, des agences qui sont dans la MMA. La MMA est structurée autour de 4 commissions. Vous avez une commission sur les sites et les applications, une autre sur le m-commerce, une autre sur la publicité et une 4e sur le messaging mobile dont je m'occupe. Chaque commission se réunit environ tous les 2 mois et a, entre autres choses, pour vocation d'organiser au moins une fois par an un petit déjeuner. Donc nous comptons 5 à 6 petits déjeuners organisés par la MMA. Nous avons fait le choix d'opter pour un format court, c'est-à-dire que nous démarrons à 9h, nous terminons à 10h30, donc il y a un timing à respecter assez serré. L'idée, c'est de ne pas monopoliser toute votre matinée et de vous faire partir assez tôt pour que vous puissiez commencer à bosser pas trop tard. Voilà. S'agissant du thème d'aujourd'hui, c'est pas une surprise, on va parler de push notification. Il y a 2 ans, la MMA avait sorti le premier guide de la push notification. C'est un guide qui avait rencontré un fort succès. Et depuis, les choses ont pas mal évolué. Notamment, on constate que les push notifs ne sont plus limitées aujourd'hui aux applications. Elles arrivent désormais sur les navigateurs web et aussi sur les applications de messagerie instantanée. Donc l'objectif de ce petit déjeuner, c'est vraiment d'explorer ensemble les nouveaux horizons, les nouvelles frontières autour de la push notification. Donc au programme, on va commencer par la keynote de Patrick Mareuil, parce que Jérôme Stewie a eu un petit contretemps, il est malade. Donc c'est Patrick Mareuil qui le remplace. Donc merci d'être venu. Donc on commencera par la keynote d'Axengage. Ensuite nous passerons à la présentation par Martin Jaglin, qui est le vice-président de la MMA, des résultats de l'enquête, la première enquête qu'on a faite sur la push notification. Donc c'est une enquête qui a été réalisée par le groupe de travail push notification, qui est rattaché à la commission messaging mobile. Ensuite, on passera à la table ronde animée par Jérôme Bouteiller, qui est directeur des contenus à la MMA, à laquelle participeront donc venteprivée.com, le groupe L'Express et puis la société Stuti. Donc je tiens à remercier leurs représentants d'avoir accepté notre invitation à venir témoigner aujourd'hui. 3 petites choses. Il y a du Wi-Fi. On l'a vu au départ, avant. Pardon, excuse-moi. Excuse-moi, j'ai oublié. Donc le réseau Wi-Fi YGuest, vous pouvez tweeter sur le hashtag MMAF. Autre chose, on est filmé. Donc la vidéo du petit déjeuner, vous pourrez la retrouver sur la chaîne du marketing mobile sur YouTube. Vous pourrez y retrouver aussi les précédents petits déjeuners. Vous pourrez aussi y retrouver des interviews. Et vous pourrez aussi y retrouver l'intégralité du MMA Forum qui a eu lieu au mois de décembre dernier. Donc là, pour le coup, c'est toute une journée consacrée à des tables rondes, des conférences, des keynotes. Donc le prochain MMA Forum, ça sera le premier jeudi du mois de décembre 2017. Donc je crois que c'est le 7 décembre. Voilà. Le contenu des applications que nous allons dérouler ensemble, elles seront disponibles pour les membres dans leur intégralité sur le site de la MMA. Et puis je crois que c'est tout. Je crois que je vais céder ma place à Patrick. Et je vous retrouve à 10h15 pour un petit mot de conclusion juste avant le quart d'heure de networking. Merci Josué. Donc vraiment désolé de la part de Jérôme qui est souffrant aujourd'hui et cloué au lit, donc je le remplace.
Et donc l'idée, c'est de voir ensemble le thème des push notifications, voir un peu les innovations dans ce domaine, à la fois sur les applications mobiles, mais également sur les nouveaux canaux qui maintenant permettent d'avoir ces capacités de push notification. Alors, la présentation va arriver. Donc je vais me présenter en attendant. Donc je suis Patrick Mareuil, je suis un des cofondateurs d'AxEngage et je gère en fait l'innovation produit ainsi que le développement international de la société. Voilà. Donc la révolution des push notifications, vous les connaissez certainement sur les applications mobiles. Aujourd'hui, elles arrivent sur les sites web, même si vous n'avez pas d'application, et également sur les bots Messenger, donc Facebook Messenger, et certainement plus tard sur d'autres applications de messaging. Alors très rapidement, une toute petite introduction sur AxEngage. AxEngage, on est le leader européen des technologies de push notification. Ça fait depuis 7 ans qu'on existe. On est à peu près 80 collaborateurs. On a plus de 300 clients répartis sur plus de 70 pays. Et on a notre SDK, donc qui est un peu la brique logicielle embarquée, qui est dans plus de 750 millions d'applications, donc sur plus de 750 millions de téléphones. Et chaque mois, on envoie plus de 5 milliards de push notifications, avec des équipes qui sont sur plusieurs pays, l'Allemagne, l'Italie, la France, l'Espagne, etc. Ce qu'on propose, c'est une technologie SaaS qui permet aux marketeurs d'être autonomes pour gérer des campagnes de push notification, de segmenter leurs messages, de personnaliser le contenu, de gérer la pression, etc. etc. Et tout ça sur donc plusieurs canaux, les push notifications sur applications mobiles, les messages in-app qu'on verra juste après, les push notifications sur site web et également donc sur bot Facebook Messenger. Alors, vous le savez tous, vous êtes là, on est dans une ère complètement mobile. On a donc plus de la moitié du temps maintenant qui est passé sur le mobile. Et lorsqu'on décompose le temps passé sur le mobile, vous avez 90% du temps qui est passé sur les applications. Aurélie en parlait tout à l'heure. Il y a vraiment les usages qui progressent encore. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il y a un vrai challenge au niveau de l'engagement des applications. Il y a 20% de vos utilisateurs en moyenne qui ne vont utiliser votre application qu'une seule fois. Et si on regarde sur les trois premiers lancements, vous avez quasiment 40% des gens qui n'utilisent que 3 fois vos applications. Donc quand vous connaissez tous les investissements que vous mettez à la fois dans le développement, la promotion, il faut vraiment travailler ces utilisateurs de manière à augmenter cet engagement. Et c'est pour ça que les push notifications sont un élément essentiel dans votre stratégie de fidélisation, parce que c'est un peu l'équivalent de l'emailing pour des e-commerçants. On ne peut pas imaginer ne pas avoir de newsletter. C'est un peu la même chose lorsque vous avez une application. Vous ne pouvez pas imaginer de ne pas avoir de push notification, parce que ce sera un des éléments essentiels, et même le premier élément, après bien sûr le produit en tant que tel, pour fidéliser votre clientèle. Alors ces push notifications, qu'est-ce que c'est? Ce sont des messages qui sont, on le pense en général souvent en texte, mais on va voir qu'ils peuvent être enrichis maintenant de pas mal de possibilités. Vous avez la possibilité de mettre par exemple des badges, d'utiliser des sons, des emojis et également maintenant des images. C'est un canal qui est sujet à l'opt-in, notamment sur iOS, où il y a vraiment un opt-in explicite et actif. Et on a fait, en fait, chaque année, on fait un benchmark sur l'ensemble de nos applications pour savoir quels sont les taux moyens de réaction, d'acceptation de l'opt-in. Et donc, ce qu'on a vu, c'est qu'on a à peu près 41% d'acceptation des push notifications sur iOS, donc tout secteur confondu. On a un taux de réaction moyen de 8%. Sur toutes les plateformes. Donc c'est vraiment très important si vous comparez avec par exemple l'email. On est sur des taux de clics moyens qui sont plutôt de l'ordre de 2% en email. Là on est donc sur du 8% à la fois sur iOS et sur Android. Le point essentiel, c'est que les utilisateurs qui reçoivent les push notifications sont 2 fois plus actifs et 2 fois plus fidèles vis-à-vis de vos applications que ceux qui ne reçoivent pas ces push notifications. Donc c'est là vraiment que vous voyez l'impact de ces push. Et c'est un canal qui est protégé par l'OS. C'est-à-dire que si l'utilisateur vous dit « non, je ne veux plus recevoir vos notifications », c'est fini, vous ne pouvez plus leur en envoyer.
Alors vous pouvez prendre peur, vous dire bah, c'est embêtant, moi j'aimerais continuer à leur envoyer des messages. Et en fait, c'est un élément de protection pour vous, parce que ça veut dire que vous ne pouvez pas subir en fait, les mauvaises pratiques d'autres marketeurs ou d'autres sociétés. Et c'est ça qui a un peu, on va dire, affecté négativement le marché de l'emailing, où les personnes pouvaient par exemple se désabonner mais continuer à recevoir des emails. Ça nuit à l'ensemble de la performance. Là, ça ne peut pas arriver parce que l'OS va vraiment maîtriser cette permission, et donc on est vraiment très très respectueux de l'utilisateur. Et le dernier point, c'est que c'est un canal qui est très intéressant d'un point de vue économique, puisque vous avez à peu près la même performance que le SMS, mais au coût de l'email. Alors c'est un canal sur lequel il y a encore beaucoup d'innovation. Vous l'avez peut-être vu, sur Android depuis quelques années, on a la capacité à envoyer des images avec les notifications. Et depuis la dernière version d'iOS, donc iOS 10, vous avez également la possibilité d'utiliser des images dans vos push notifications. Donc c'est encore assez rare, on le voit pas encore beaucoup lorsqu'on reçoit des push de la part de nos applications. Et vous pouvez également utiliser des GIFs animés. Donc là, vous avez quelques exemples sur des clients. Et la belle nouveauté également, c'est qu'on peut vraiment faire du média assez riche, puisque, on va peut-être le voir, il y a la possibilité de mettre des vidéos. Donc vous ne le voyez pas, mais normalement il y a un push très beau qui arrive avec une vidéo trailer de Game of Thrones qui... ah si, ça arrive, voilà. Donc on devrait la voir. Non, peut-être pas. Ok, bon, donc là il y a une vidéo qui est censée se lancer, et donc vous êtes tous censés faire waouh et applaudir. Merci. Alors, dans les autres innovations des applications mobiles, il y a également cette capacité à travailler de manière très très individuelle les utilisateurs de vos applications grâce à ce qu'on appelle les messages in-app. Donc là, les notifications push, ce sont des messages qui vont en quelque sorte réveiller votre application, que les utilisateurs qui ne sont pas sur vos applications vont recevoir. Là, les messages in-app, ce sont des messages qui sont à l'intérieur de vos applications. Donc ça peut être par exemple des alert box comme cela, ça peut être des bannières in-app qui peuvent être des bannières animées, là vous en voyez une autre en bas, et ça peut être également des interstitiels. Et l'intérêt de ces messages, c'est qu'ils vont augmenter la conversion de vos applications, vous allez pouvoir stimuler les comportements de vos utilisateurs. Et ce sont des messages qui peuvent être intégralement ciblés en fonction de vos utilisateurs et qui peuvent être également déclenchés en fonction du comportement de votre audience et vraiment en temps réel. Voilà. Donc voilà pour les applications mobiles. Maintenant, la grande nouveauté, c'est que ce système de push notification qui a vraiment fait ses preuves arrive sur d'autres canaux, et notamment sur les sites web. Donc c'est ce qu'on appelle le push web, et c'est la capacité que vous avez d'envoyer des notifications à vos visiteurs de sites web, donc même s'ils n'ont absolument pas votre application, et même s'ils ne sont plus sur votre site. Donc ce n'est pas des messages qui vont apparaître sur votre site web, c'est vraiment des messages que vous pouvez envoyer même s'ils ne sont plus sur votre site web. Et ça répond en fait à un intérêt qui est multiple. Premièrement, ce sont des notifications qui vont être disponibles sur les sites mobiles, mais également sur les sites desktop. Et donc ça va répondre notamment à un challenge que vous avez sur le mobile en termes de conversion, où on a des taux de conversion qui sont de l'ordre de 3 fois moins importants que sur le desktop. Et même sur le desktop, on a toujours envie d'améliorer le taux de conversion et également le réengagement. Voilà, donc voilà à quoi ça ressemble. On a en fait les principaux réseaux sociaux qui ont adopté cette technologie en 2016, et donc ça a vraiment donné un énorme coup d'accélérateur à cette technologie. Vous l'avez peut-être remarqué, Facebook par exemple vous propose de recevoir les notifications de messages de vos amis, etc. Directement sur votre ordinateur. Et donc vous allez le voir comme ça sur Mac, sur PC et également sur téléphone Android. Voilà, donc ça se présente vraiment comme des push notifications mobiles sur le mobile et sur le desktop. Donc vous avez ces espèces de petites pop-in discrètes mais impactantes qui vont s'afficher sur votre écran. Alors comment ça fonctionne? La première chose, c'est que c'est soumis à un opt-in. Et c'est un opt-in qui est propre vraiment à votre navigateur. Donc on va le voir avec Cdiscount. L'utilisateur, donc vraiment l'internaute, va sur le site web de Cdiscount. Et là, il va apercevoir une alerte qui va lui proposer de recevoir les push notifications. Donc là, vous pouvez vraiment développer votre message, expliquer l'intérêt. Et lorsque la personne clique sur oui, à ce moment-là, en fait, on va déclencher la permission officielle du navigateur. Donc là, vous avez l'exemple sur Chrome.
à la fois sur desktop et sur mobile. Et lorsque l'utilisateur clique sur accepter ou autoriser, ça y est, on a en fait ce qu'on appelle le token, c'est-à-dire la capacité à lui envoyer un message. Il n'a rien à saisir, donc il n'y a pas de numéro de téléphone à saisir, il n'y a pas d'email à saisir ou quoi que ce soit. Ça y est, on peut lui envoyer des messages. Alors il y a plein de manières en fait de demander l'opt-in. Là, vous avez un exemple d'Auchan. Ici un exemple d'UNICEF, donc vous voyez assez impactant avec un texte qui est assez engageant. Vous avez un site italien qui s'appelle Dove Conviene où là c'est carrément intégré dans leur site web. Bibloom qui fait une sorte d'alerte un peu centrale et la FNAC qui utilise une bannière en fait sur le haut de son écran. Alors une fois qu'on a la possibilité d'envoyer des messages, eh bien, on va pouvoir donc diffuser ces messages où que l'internaute soit. Donc là, cet internaute qui était sur Cdiscount se retrouve sur Netflix et on lui envoie un message. Et donc ça arrive comme ça en bas à droite sur son PC. Je ne sais pas si tout le monde voit. Voilà, de toute façon, il y a un zoom. Donc, vous voyez quelque chose d'assez clair. La possibilité de personnaliser cette image. Donc, ça peut être le logo de votre site, mais ça peut être également un screenshot de produit. La possibilité, bien sûr, de modifier tout ce texte et également de choisir l'URL de redirection. Et donc, vous avez la capacité à rediriger spécifiquement sur le panier, si on parle de panier abandonné, de renvoyer sur une catégorie spécifique, sur une offre promotionnelle spécifique. Donc c'est vraiment hyper efficace. En fait, le message vient à vous, vous n'avez pas à aller dans une boîte de réception, vous n'avez pas à aller consulter un élément particulier. Vraiment, le message arrive sur votre navigateur, où que vous soyez. Et ça fonctionne également donc sur mobile avec un peu les mêmes capacités d'affichage que sur application mobile. Donc vous l'avez par exemple sur l'écran verrouillé Android, vous l'avez également sur l'écran déverrouillé sous forme de toast. Vous allez également l'avoir dans votre centre de notification. Donc c'est très similaire à une push notification classique. Et ça fonctionne très bien. On a en fait eu la chance d'avoir un de nos premiers clients sur cette technologie qui a été présenté par Google. Le use case a été présenté par Google à la Google I.O. et donc tous les chiffres sont publics et sont vraiment impressionnants. Donc Jumia qui est le premier site e-commerce africain, qui est une filiale de Rocket Internet, qui est le plus gros incubateur mondial. Donc Jumia a mis en place cette technologie. Ils ont mis en place des campagnes de relance de paniers abandonnés et les résultats ont été extraordinaires. Donc là, on a l'utilisateur qui va sur le site mobile, qui regarde une paire de baskets, mais qui ne fait pas l'achat. Un peu plus tard, il reçoit un push notification sur son mobile, mais également sur son ordinateur. Lorsqu'il clique, il arrive directement sur son panier, et donc il peut finaliser son achat. En termes de résultats, on a eu 38% de taux de clic. Donc sur 100 personnes qui recevaient ce message, 38 ont vraiment cliqué sur la notification. Ce n'est pas l'ouverture, c'est du clic. Au global, vous avez 9 fois plus de conversion sur les utilisateurs qui ont été ciblés et touchés par ce message que par ceux qui n'ont pas reçu ce message. Et globalement, ce qu'on a constaté, c'est un taux de conversion de l'ordre de 8%. Donc sur 100 personnes qui ont reçu ce message, 8 ont converti et réalisé un achat suite à ce message. Donc c'est vraiment colossal en termes de résultats et c'est nettement supérieur à ce qu'ils obtiennent sur l'ensemble de leurs canaux. Voilà, donc un résultat vraiment très important. Et de toute façon, on constate sur l'ensemble de nos clients, et on a maintenant plus de 50 clients qui sont équipés en push web, des taux de clic qui sont au minimum de 8-9%. Et quand vous êtes sur des campagnes de paniers abandonnés, on est sur du 20-25% facilement. Voilà. Donc, alors, l'ordinateur n'a pas supporté la révolution des push bot Messenger. Donc dernière évolution en date, les push notifications donc sur les bots. Alors qu'est-ce que c'est qu'un bot? Aurélie en a parlé. Les applications de messaging social sont en plein boom. On y passe de plus en plus de temps et l'idée pour leurs propriétaires, c'est de vous faire passer encore plus de temps en développant vos usages directement dessus et en vous donnant la capacité à interagir avec les marques de manière automatique et également de réaliser des achats, de faire des réservations, etc.
Ce qui est très intéressant avec les bots, c'est que vous avez la capacité également ensuite à envoyer des notifications à ces utilisateurs. Et un bot, c'est pas forcément quelque chose qui est très compliqué, ça peut être un niveau assez simple, un peu comme ce qu'on avait dans le temps avec les menus un peu audiotel, où en fonction de ce que l'utilisateur répond à une première question, vous l'envoyez vers un scénario différent. Donc ça peut être un bot, vous voyez, c'est automatisé. En fait, il n'y a personne qui discute vraiment avec l'individu, tout ça est automatisé et ça permet de faire avancer, de donner de l'information précise à vos utilisateurs. Alors comment est-ce qu'on interagit avec ces bots? Première manière, on va directement sur la page Facebook de la marque. On envoie un message à la marque et à ce moment-là, on voit qu'on peut démarrer une conversation. Et à ce moment-là, le bot va vous poser des questions et vous allez pouvoir interagir de manière automatique avec le bot. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à partir du moment où l'utilisateur commence une conversation, il devient opt-in et vous allez pouvoir lui envoyer des notifications ultérieurement. Deuxième manière également de découvrir le bot, c'est directement sur votre site web. Vous n'avez pas besoin d'amener l'utilisateur sur votre page Facebook. Vous pouvez directement faire interagir vos utilisateurs sur votre site web, à la fois desktop et mobile. Donc là, on le voit sur l'exemple de TechCrunch. Vous êtes sur le site TechCrunch. On vous propose en fait de recevoir des notifications via Facebook Messenger et vous n'avez qu'à cliquer sur Send to Messenger, qui est un plugin maintenant proposé par Facebook. Vous finissez l'authentification. Je pense que ça veut dire qu'il faut que j'accélère. Et à ce moment-là, vous recevez automatiquement des messages et vous devenez opt-in pour des communications ultérieures. Et une fois que vous êtes opt-in, on peut vous envoyer des messages, donc des notifications Facebook, que vous allez recevoir sur l'ensemble des canaux que vous avez activés. Donc à la fois sur desktop, directement dans votre messagerie Facebook lorsque vous allez sur le portail, mais également si vous avez Messenger, vous allez recevoir une notification sur votre mobile ou sur votre tablette. Donc vraiment sur l'ensemble en fait, des canaux que vous avez activés avec Messenger. Et quand vous cliquez, vous arrivez à l'intérieur de Messenger pour finir l'interaction ou démarrer l'interaction. Donc pour terminer, en fait, un cas pour illustrer ça, pour que ce soit plus concret, celui qu'on a eu avec Secret Story. Donc Secret Story, vous connaissez l'émission. TF1 donc, a voulu mettre en place un bot et pouvoir engager les conversations avec leurs utilisateurs. Et donc les utilisateurs allaient sur, par exemple, la page Facebook de Secret Story, vous pouvez contacter la voix, donc la voix prenait la parole, et à ce moment-là, vous pouviez donc démarrer une conversation avec le bot. Et à ce moment-là, vous deveniez opt-in et tous les jours, vous receviez des informations de la part de la voix sur le programme exceptionnel qui est Secret Story. Ce qui est intéressant, c'est la possibilité que vous aviez d'identifier quels étaient les différents candidats et de demander, par exemple, d'avoir des informations supplémentaires sur Mélanie ou autre. Et à ce moment-là, vous receviez des messages ciblés en fonction du candidat de télé-réalité que vous souhaitiez soutenir. Donc là, voilà, on voit la possibilité de recevoir des messages sur Mélanie. Et ça a généré donc, plus de 100 000 visites supplémentaires sur le site de TF1, donc, qui était bien entendu monétisé. Voilà, j'ai un petit peu dépassé, désolé. Merci à vous. Je reste à votre disposition pour plus de questions par la suite. Merci. Alors, on va enchaîner avec des chiffres. Donc, je me présente, je suis Martin Jaglin, je suis vice-président de Mobile Marketing Association et je vais vous présenter une belle étude qui sort en avant-première ce matin, qui sera disponible uniquement pour nos membres et qui a permis d'avoir des réponses à des questions qu'on se pose mais qu'on n'avait pas souvent vues sur le marché. Donc, on a fait l'exercice de rassembler tous les concurrents push notification de la Mobile Marketing Association, de les mettre autour d'une table et de leur demander quelles seront les questions qu'ils ont envie de poser à toutes les DSI et à toutes les directions marketing en France. Donc ça aboutit à ce joli questionnaire et donc je tiens à remercier encore tous ces 6 partenaires qui ont accepté de jouer le jeu parce que généralement chacun de ces 6 partenaires fait son étude en propre.
ne divulgue pas ses chiffres, ne partage pas ses fichiers clients, etc. Et là, c'était le cas. Donc, ça a été un peu dur au début. Les langues étaient liées. Et puis, au fur et à mesure des réunions, on a réussi à mettre en œuvre un beau questionnaire. Donc, merci à Nicolas pour la rédaction du questionnaire. Et puis aussi beaucoup à Flow Analytics, qui a œuvré ces dernières semaines. Alors, je ne sais pas si Bonnie, si Naël et tout ça sont là. Mais merci à elles parce qu'elles ont beaucoup œuvré et que cette étude a été finie hier aux US par le designer de Flow Analytics. Donc, on est pile poil dans les temps. Qu'est-ce que dit l'étude ? On a eu 140 répondants. Donc dans le B2B, dans le B2C c'est pas grand chose, mais dans le B2B c'est important, 140 entreprises qui ont répondu. Et quelles sont ces entreprises ? Tout secteur. On a eu beaucoup de répondants de banques, assurances et de e-commerce, ce qui sont les principales applications représentées sur les stores, donc c'est pas surprenant. On a notamment Vente Privée qui va parler après. 40% font un chiffre d'affaires de plus de 50 millions, donc c'est pas de la petite PME qui a répondu. 59% avaient plus de 200 salariés. Donc on avait un paysage assez représentatif de ce que sont les annonceurs en France en 2017 pour répondre à ces questions. Alors les chiffres clés, on a commencé une partie sur les applications et vous, pour savoir un petit peu où ces personnes en étaient. La première information qu'on a, c'est que 59% des entreprises en France, enfin parmi celles qui ont répondu, ont entre 1 et 5 applications. Alors il y en a encore 19% qui n'en ont pas. Et on l'a déjà dit dans ces commissions, c'est pas une fin en soi d'avoir une application. Il y a des secteurs dans lesquels avoir une app, c'était bien en 2010 quand ça venait de sortir, mais aujourd'hui, ça n'a plus trop de sens. Il va y avoir une app avec une vraie ambition, avec une vraie récurrence d'utilisation, etc. Et à l'inverse, on a 14% d'entreprises qui ont au moins 10 apps ou plus. Donc des gros mastodontes de la production d'applications, qui doivent avoir des batteries d'agences et de prestataires pour les aider là-dessus. Statu quo iOS Android, c'est ce qu'on voit au fil des années, c'est que Android, on le sait tous, est très largement devant en termes de taux de pénétration sur les devices dans le monde, mais qu'iOS, même s'ils sont moins forts en pénétration, ils sont beaucoup plus forts en usage. Donc in fine, les DSI et direction marketing font généralement le choix de faire les deux aujourd'hui. Est-ce que c'est du natif ou est-ce que c'est de l'hybride ? Après, c'est à chacun en fonction de ses budgets, de ses envies de le faire, mais en tout cas statu quo, et Windows qui est un peu derrière. Et puis enfin, 31% des répondants avaient plus de 1 million de téléchargements d'applications. Alors on le sait, c'est pas la taille qui compte, mais quand même, 1 million de téléchargements, on rentre sur des dimensions assez importantes quand on est une marque ou un éditeur d'applications mobiles. Première information sur les push notifs, 79% utilisent une solution de push notif. Et ce qui est intéressant, on le voit là, c'est qu'il y en a qui ont commencé par développer une solution en interne. Ça se faisait un peu dans le début 2010 où les DSI disaient attends, c'est pas si compliqué, c'est envoyer un message, Apple et Google ont leur serveur, on peut le faire. Donc ça a commencé un peu comme ça. Donc il y a des restes ici. Et puis maintenant la majorité utilise une solution développée en externe. Donc c'est 43% du total des répondants. 21% qui ne l'utilisent pas encore, ça c'est assez surprenant parce que on pensait que ce serait moins. Généralement, quand on lance une application aujourd'hui, elle est directement liée à une solution de push notification parce que l'appli et la push notif, c'est un peu Laurel et Hardy, c'est indissociable. On le sait que pour surnager dans un univers de 40-50 applications sur votre smartphone, la push notif, c'est l'outil qui va réveiller son usage et qui va réveiller la réutilisation, etc. Donc voilà, encore quand même 21% d'entreprises qui sont à la traîne. On a aussi posé une question sur quelle solution était utilisée. Alors on n'a pas demandé le nom, parce que sinon les partenaires n'ont pas accepté de pusher à leur base client. Mais on a un premier indicateur. En France, 63% des entreprises ont choisi une solution française. Autre question qu'on voulait poser, c'est qui décide sur ces DSK, sur ces SDK, pardon. Qui décide de DSK ? Qui décide sur ces solutions de push notif? Est-ce que c'est la DSI qui a l'expertise technique? Est-ce que c'est le marketing qui va l'utiliser derrière? Est-ce que c'est un peu les deux parce que c'est des budgets qui peuvent être partagés? Et donc la réponse, pas de jaloux, c'est à 35% par la DSI, 35% par le marketing et 30% c'est conjoint. Donc on voit qu'il y a quelques années, c'était plus la DSI qui était moteur sur ce sujet-là. Le marketing est un peu revenu dans le jeu et aujourd'hui, c'est des décisions qui sont partagées, heureusement, parce qu'il y a une dimension qui est vraiment technique et une dimension qui est marketing, parce qu'après, c'est le marketing qui va l'utiliser. Et c'est d'ailleurs l'autre information ici, 79% des push notifs sont gérés directement par le marketing sur une solution.
en SaaS généralement. Donc ce qui va se passer, c'est que la décision va être co-faite par les deux équipes, et puis ensuite c'est le marketing qui va gérer le day-to-day. Il y a encore quelques marketing qui passent par les DSI, ou alors quelques-unes qui demandent à leurs agences qui ont intégré le SDK de pouvoir faire le push eux-mêmes. Mais aujourd'hui, c'est de plus en plus un usage direct par le marketing. Une question aussi que pas mal de monde se pose, notamment la commission. Est-ce que la push notif va remplacer le SMS? C'est un peu une vieille marotte de la commission. On a une première réponse ici, c'est 35% qui, oui, ont remplacé le SMS par la push notification. Alors, il ne faut pas enterrer le SMS, ça fait 15 ans qu'on l'enterre, ça fait 15 ans qu'il renaît. C'est encore un business qui pèse plus de 100 millions de chiffre d'affaires en France, au moins. Et on voit que même si le SMS a des fortes qualités comme la réception sûre, parce qu'il y a des QS qui sont assurés à 100% par les opérateurs, un taux de lecture qui est incroyable, la push notif commence à remplacer dans les usages quelques SMS. Et notamment, voilà, par exemple dans le bancaire, il y a beaucoup de notifications qui sont envoyées pour remplacer des SMS qui coûtent plus cher et qui parfois n'ont pas un prix qui est justifié par rapport à l'usage qui est fait par les mobinotes. La fréquence d'envoi, pareil, une question qu'on se pose tous. C'est une moyenne, donc il n'y a pas une grande vérité à sortir de ce chiffre-là, mais en moyenne, voilà, le 1 par semaine, c'est l'indicateur qui ressort le plus. Après, il y a des business comme dans la vente privée où chaque jour j'ai une vente, donc chaque jour j'ai un push, et inversement, des business dans lesquels j'ai rien à raconter, donc si je fais trop de push, je générerai de l'opt-out et de la désinstallation de l'application, donc c'est ce qu'il y a de pire. Qu'est-ce qui impacte le plus la performance? C'est un peu ce qu'on retrouve dans les autres leviers du marketing direct, que ce soit l'email ou même le postal. Ça va être en premier lieu le wording et surtout la personnalisation qui vont permettre d'impacter à la hausse les campagnes de push notif. Alors le wording, c'est vrai que sur une solution de push notif, un petit peu comme en SMS, on peut facilement manipuler, faire des tests, faire des BAT, mettre un petit emoji, etc. Donc c'est vrai que le wording compte beaucoup, et surtout qu'on a un tout petit temps d'attention du mobinote qui voit beaucoup de push notifications passer, donc le wording va être très impactant. Et puis la perso, enfin ça c'est vrai comme le CRM le dit depuis très longtemps, plus il y a le perso, mieux c'est. Et enfin la segmentation et le format du push. Voilà, on a vu le nouveau format innovant avec AxEngage. Il y a beaucoup plus à faire que simple texte pour alerter vos mobinotes. L'un des chiffres clés de l'étude, et heureusement qu'on a abouti là-dessus, c'est que 66% des push notifications impactent positivement ou très positivement les résultats sur l'application, versus 13% qui ne sont pas ou peu significatifs. Et heureusement, parce que ce qu'on dit depuis un bout de temps, voilà, c'est que les deux sont très liés et que c'est incontournable d'avoir une solution de push notif aujourd'hui. Et 40% des entreprises constatent un pic post-envoi. On pensait que ce serait un peu plus parce que généralement, quand on active toute sa base d'opt-in, ça fait des belles montées, mais on pensait à plus que ça. Les push notifs, comment sont-elles jugées? Elles sont jugées non pas sur la réception, elles ne sont pas jugées non plus sur le taux de clic en premier, elles sont jugées avant tout sur la conversion. Donc c'est le KPI qui est le plus dur, le plus ambitieux, mais en même temps c'est le meilleur juge de paix pour savoir si la push notif est efficace ou pas. Et c'est vrai que le taux de clic, il y a des différences de comptabilisation entre Apple et Google, et de fait c'est un KPI qui est moins utilisé que la conversion où là, voilà, il n'y a pas de débat, ça vend ou ça vend pas. Le taux de clic, AxEngage a parlé de quelques chiffres. Là, les directeurs marketing et les DSI ont partagé des fourchettes de taux de clic. Donc, en majorité, on voit entre 1 et 6% de taux de clic sur une push notification envoyée sur iOS. Et sur Android, c'est dans l'étude, c'est un peu moins. Donc, assez classique aussi, des performances meilleures sur iOS. Et pour finir, on parle des notifications in-app, sujet qu'on a évoqué juste avant également. C'est pas tout à fait la même chose que les push notifications. Ça va pas passer par les serveurs d'Apple et de Google. Ça va être directement envoyé en local sur l'application mobile, qui pareil sont en forte croissance. C'est un petit peu la croissance qu'ont connue les push notifications il y a 4-5 ans maintenant, et qui sont encore très efficaces parce qu'on peut le voir, on peut faire des réveils de panier, on peut faire tout un tas de choses quand le user est dans l'application ou pas forcément d'ailleurs. Donc voilà, dernière chose avant de passer la parole à cette belle table ronde qui nous attend. Le communiqué de presse va partir demain ou après-demain, avant le Mobile World Congress, parce qu'après on va être noyé sous les informations de Barcelone, et il sera exclusivement réservé aux membres. Donc avant, donner nos contenus un peu trop facilement, et cette année les contenus sont rares, ils ont coûté de l'argent, du temps, de l'énergie, et donc ils seront disponibles à tous les membres de la MMA. Donc je pense tous ceux qui sont là, sauf ceux qui sont invités à ce petit déjeuner, à partir de demain. Merci beaucoup, et à la table ronde.
Merci Martin pour cette présentation. Je vais inviter Florence, Jérôme et Charles à me rejoindre pour effectivement une table ronde et avoir quelques retours d'expérience sur cette fameuse push notification. Alors vous aurez un micro pour tous les trois. On va peut-être commencer par vous, Florence. Vous allez vous présenter en quelques mots. Alors vous êtes en charge du marketing B2C chez Vente Privée. Vente Privée, évidemment, tout le monde vous connaît. L'un des champions français du e-commerce. Qu'est-ce qu'on peut rappeler en quelques chiffres Vente Privée, on a un volume d'affaires en 2016 de 3 milliards d'euros. Donc c'est pas que en France, c'est européen. Et ça a été une année aussi de forte croissance parce qu'on a eu de la croissance externe en rachetant notamment Privalia, qui était un concurrent sérieux sur le marché espagnol et italien. On est présent dans une dizaine de pays d'Europe, donc France qui est notre vaisseau amiral, bien sûr, Espagne, Italie, je viens d'en parler, au UK, en Allemagne, aux Pays-Bas, dans les Nordiques aussi depuis assez récemment. Nous, notre métier, c'est la vente événementielle, donc tous les jours, on a une boutique qui change et qui ouvre 2 fois des sessions de vente, donc on ouvre à 7h du matin. Et on a vu l'essor de cette manière de vendre et la demande aussi développer une deuxième session de vente à 7h du soir. Et on en reparlera parce que la notification a vraiment été un des outils, un des leviers du succès, exactement, de cette deuxième session de vente de la journée. À votre gauche, Jérôme Perani, bonjour, merci d'être parmi nous ce matin. Alors, vous travaillez au sein du groupe L'Express, vous êtes directeur du développement digital. L'Express, on vous connaît, vous êtes aussi désormais une des marques du groupe SFR Média. Est-ce que vous pouvez aussi vous présenter en quelques mots ? Donc, groupe L'Express est devenu une filiale de SFR Média depuis septembre. Et groupe L'Express est un groupe de presse magazine, présent aussi sur le digital avec près de 12 millions de visiteurs uniques sur tous les écrans. Et au sein du groupe L'Express, je m'occupe au sein du département numérique, des partenariats et des activités mobiles, plus précisément des activités applications. Merci. Charles Baron à votre gauche, qui est le Chief Operating Officer et le partenaire de Stouti. Alors Stouti, c'est quoi, une place de marché pour les services ? Donc exactement, on est un petit peu moins connu que nos amis de Vente Privée et de l'Express. Mais brièvement, on est une petite start-up qui pousse assez vite puisqu'on est aujourd'hui 40. Et on a levé 10 millions d'euros l'année dernière. Donc Stouti, c'est l'application pour se rendre service. Donc en gros, pour simplifier, on a une espèce d'hyper généraliste du peer-to-peer ou de l'économie collaborative. En gros, en France, pour du transport de personne à personne, vous avez Blablacar. On va dire que pour caricaturer un peu, pour tout le reste, vous avez Stouti. Du coup, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'aujourd'hui, vous publiez une demande, alors quelle qu'elle soit, sur de la réparation, du dépannage, de la beauté, de la livraison, enfin ce que vous voulez. Et en fait, en quelques minutes, vous allez recevoir beaucoup de réponses. Et donc pourquoi est-ce qu'on reçoit beaucoup de réponses ? C'est pour 2 raisons majeures. Déjà, c'est qu'on a déjà aujourd'hui plus d'1 million de downloads et 800 000 membres. Et l'autre point, c'est qu'en fait, ces membres, la plupart, ont des alertes et donc reçoivent en temps réel des notifications push. Donc ça tombe bien que vous soyez là ce matin, vous allez nous parler de ce levier. Voilà. Alors peut-être, on va redonner la parole à Florence. Une question toute simple. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes mobile first ? Je crois que oui. Mais quel mobile first êtes-vous chez Vente Privée ? Que pèse le mobile ? Que pèsent les applications ? Alors, c'est 75% de notre trafic. En termes de volume d'affaires, c'est 60% du volume d'affaires qui est réalisé sur mobile. Et pour vous donner quelques chiffres, on a en France, au global, sur la version actuelle de l'application, 8 millions de porteurs. Après, ils ne viennent pas tous les jours. Si je regarde que les visiteurs 6 mois, on est à 6 millions. D'accord, donc le gros de votre activité et le gros de votre chiffre d'affaires, désormais, il est fait sur mobile. Ouais. Et quel environnement mobile en particulier ? Les applicaσεις essentiellement ? Alors oui, 95% c'est sur les applications. Et nous, on a un petit peu particulier. On est plus iOS qu'Android. Je pense que c'est vraiment dû à la tête de notre base de données client, à la typologie de membres qu'on a en base. On est un peu plus iOS, mais Android est en train de remonter aussi. Donc on est, je dirais, 55% iOS, 45% Android. D'accord, donc plus que mobile first, vous êtes app first. Oui. Et une grosse proportion
proportion, j'imagine, de ces utilisateurs reçoivent des push notifications? On a un taux d'opt-in global à 60%. Après, effectivement, c'est pas la même chose sur les iOS et Android, où Android nativement, on est plus facilement, on est opt-in. Et d'ailleurs, ça fait partie des sujets qu'on travaille, d'essayer quand les membres sont pas opt-in, de récupérer leur opt-in tout au long du cycle de vie, à des moments clés, quand c'est intéressant de leur demander, parce que quand on regarde la valeur d'un client, plus il est équipé en moyens de communication sur lesquels il est opt-in à vos messages, évidemment, plus il est intéressant. Alors après, c'est la poule et l'œuf. Hein. C'est peut-être parce que c'est un très bon client qu'il est opt-in. Faut pas non plus se tromper, mais en tout cas, il y a un vrai effet de il a l'application, 2, il est opt-in. Là, et il est visiteur fréquent. Là, c'est un très très bon client. Voilà. Jérôme, même question pour l'Express. Est-ce que vous êtes, comme beaucoup de médias, basculé dans le mobile first, et surtout quel mobile first êtes-vous désormais? Alors pour vous donner quelques chiffres, sur le total des visites en 2016 sur l'ensemble de nos marques, on a 40% des visites qui sont web mobile, et j'inclus web tablette dedans. On a 37% des visites qui sont web ordinateur, et on a 23% des visites qui sont applications. Sur la partie application, ça représente aujourd'hui en termes de, donc j'ai dit 23%, sur l'Express on est à 25%, sur des marques un peu plus lifestyle, type côté maison, on est plutôt à 17%. Et en termes de chiffre d'affaires publicitaire, en mettant de côté les opérations spéciales, les applications aujourd'hui représentent 19% du chiffre d'affaires digital. D'accord, donc globalement, oui, vous êtes mobile first, mais le web mobile pèse encore beaucoup dans cette audience. Donc le web mobile pèse énormément dans cette audience. Après, sur la partie application, comme tout le monde le sait, on a des taux de récurrence nettement plus importants que ce qu'on a sur le web traditionnel. Donc une fois que vous avez embasé des utilisateurs, nous on a 200 000 utilisateurs quotidiens, 800 000 utilisateurs mensuels. La capacité à générer de la visite par mois est incroyablement plus développée que ce qu'on peut avoir traditionnellement sur un site web. Et sur ces utilisateurs d'applications, est-ce qu'une grande partie accepte les notifications push? On est à 70% au global de taux d'opt-in. Donc évidemment, comme vente privée, sur Android, on est plutôt à 95 et sur iOS, on est plutôt à 40. D'accord. Alors, Charles, même question. Et on rappelle que pour vous, la notification, c'est un vieux sujet. Je crois que vous êtes présent sur cet environnement depuis plus de 5 ans, depuis le début. Voilà. Puis vous êtes évidemment 100%... Enfin non, vous n'êtes pas 100% mobile, mais vous êtes principalement mobile. Voilà, en fait, on était non pas mobile first, mais mobile only, puisqu'on a commencé sur iOS et puis on a fait venir Android un an plus tard. Et en fait, on a nous, la particularité d'avoir mis le web essentiellement pour des problématiques SEO, parce que nos utilisateurs publient énormément de contenu sur une application comme ça généraliste de service, et du coup ça fait une base SEO qui est extrêmement potentielle. Donc, et vous avez commencé avec les applications, vous avez ouvert le desktop et le web plus tard. Voilà, exactement. Et même aujourd'hui, donc en effet, globalement on a un rapport particulier avec Apple, on est sélection de l'App Store, etc. Donc on a tendance à innover d'abord sur iOS et après les deux autres OS suivent. Mais voilà, en termes d'utilisateurs actifs, le mobile, enfin les applications représentent 65% de nos MAU. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, monthly active users, c'est ça, MAU. Voilà, exactement, qui peuvent être comparés à des visiteurs uniques sur le web. Mais en fait, on a 4 fois plus de sessions sur un utilisateur mobile app que sur un utilisateur web. Donc on voit bien qu'en fait, on fait le gros de notre activité passe encore par nos apps. En termes d'opt-in, on est à 70% sur iOS et en effet autour de 90% sur Android. Donc voilà, la clé en effet pour nous est là, c'est toute la réactivité de la plateforme. Voilà. Alors on va justement parler de vos différents usages. Florence, on voyait les chiffres de l'étude de la Mobile Marketing Association présentée par Martin. Vous, quel usage faites-vous concrètement de la push notification sur vente privée ? Alors, il y a plusieurs usages. Il y a un premier usage qui est, je dirais, serviciel. C'est que vous vous êtes inscrit pour recevoir tous les matins et tous les soirs le nom des ventes qui ouvrent. Donc, à 7h du matin et à 19h, vous avez aujourd'hui Lévis, Desigual. Donc, ce matin, c'était ça, par exemple ? Ce matin, c'était ça. Et donc, combien de personnes l'ont reçu ce matin ? Du coup, 60% de mes 6 millions. Donc, ça fait près de 5. Ça fait quoi, 6 fois 6, 36, pas loin de, pas loin de 4 millions de personnes. Un peu moins, parce que ça, c'était
En fait, c'est pas autant parce que cette inscription-là, elle est pas obligatoire. Il faut vraiment la demander. Il faut vraiment venir s'inscrire pour dire je veux recevoir le matin et le soir ma notification. Donc en réalité, on est plutôt aux alentours de 2 millions de Français qui chaque matin et chaque soir à 19h reçoivent ces notifications-là. Donc ça, c'est un premier usage qui est quasiment serviciel. Après, on a de la relance de panier abandonné in-app et c'est un truc qu'on n'a pas encore complètement fini, c'est-à-dire qu'il y a une partie qu'on gère en email, il y a une partie qu'on gère en in-app et on n'a pas encore fait le lien avec la notification hors app pour faire revenir sur l'application. On est en train de travailler dessus parce qu'évidemment c'est un des usages hyper importants dans mon métier. On est vraiment nous sur un sujet particulier en vente événementielle, c'est que notre stock il est présent sur le site pendant 5 jours et puis au bout de quelques heures, je peux ne plus avoir votre taille. Donc si vous avez mis un produit au panier, c'est hyper important que vous le concrétisiez l'achat parce que sinon vous perdez cette opportunité. Donc on a nous un vrai usage de la rareté. Donc on a travaillé techniquement, on a eu pas mal de sujets parce que c'est super, hein, mais c'est aussi techniquement des enjeux liés à notre SI, mais pour lier mon outil de routage email, mon outil de push notification, ça se fait, mais c'est du boulot. Donc les principaux usages, c'est ce mass push du matin, le mass push du soir, cette réactivation du panier abandonné qui est un usage extrêmement fort en vente événementielle, et puis à l'origine. Quand on a lancé il y a 2 ans maintenant les ventes du soir, on a eu besoin d'installer ce rendez-vous de 19h et donc là on a choisi l'humour comme manière de faire et c'est encore quelque chose qu'on fait où quand on veut soutenir une vente on va faire une notification un peu vraiment on a testé plein de choses, de mettre le nom de la marque, de mettre de la perso, enfin voilà, mais l'humour avec un peu de perso c'est ce qui marche le mieux. Par exemple on a fait une vente, on a fait les soldes pour Undies et donc vous étiez, moi j'ai reçu la notification qui était Florence, êtes-vous bien culottée, qui est la baseline de Undies, hein, c'est des choses qu'on fait valider aux marques aussi, mais voilà ça fait partie, je ne répondrai pas à la question. On rappelle qu'Undies vend des sous-vêtements aussi. Voilà et ça fait partie de notre manière de faire parce que ça fait aussi partie de notre ADN. Et ces push un peu décalés, ils ont eu un meilleur taux de transformation. En général, quand on est décalé, on est meilleur. D'accord. En tout cas, c'est les principaux usages aujourd'hui que vous faites de cette technologie. Et j'ai eu un usage très service client vendredi après-midi ou vendredi matin. On a eu un gros problème de serveur et notre site était inaccessible de 9h du matin à 11h30. Voilà, ça fait quelques centaines de milliers d'euros de manque à gagner. Et du coup, on a doubler les messages de service client en envoyant d'une part un email où il nous faut un peu de temps encore, il nous faut encore 2 heures pour envoyer, il nous faut 1 heure pour envoyer 2 millions d'emails. Donc là j'avais 10 millions d'emails à envoyer, donc ça prend un tout petit peu de temps. Et entre ça et la notification qui est beaucoup plus instantanée, où on a certes moins expliqué quel problème technique on avait eu. Donc c'était presque un outil de communication de crise dans ce cas. Exactement. Jérôme, à l'Express aussi, quels sont les usages concrets que vous faites de la push notification ? Comme on gère des marques qui produisent de l'information, et bien évidemment on envoie des push notifs pour communiquer les informations, soit type breaking news, soit qui vont intéresser les gens sur des thèmes particuliers. Donc concrètement c'est une sélection de news, hein. C'est pas tous les nouveaux articles du site. Non, c'est une sélection qui est faite par la rédaction. Si je prends l'Express, on est dans l'actu chaude, donc on est aujourd'hui sur une moyenne de 10 push par jour, qui sont bien espacés dans le temps. On donne quand même des consignes aux rédactions de ne pas en envoyer 2 en 5 minutes, sauf s'il y a des attentats. Mais donc on rythme toute la journée et après on trouve des angles éditoriaux spécifiques. Donc on a maintenant un rendez-vous du matin qui est la news de la nuit, un rendez-vous du soir qui est le débrief du soir, et depuis 15 jours on teste sur le ton de l'humour d'ailleurs, on teste des vidéos du soir et ça marche plutôt pas mal. Donc ça c'est le premier niveau. Vous aviez testé l'envoi d'un push à chaque nouvel article ? Non. Non ? Vous vous êtes dit c'était une mauvaise idée ? Non, par contre on sait qu'on est à 10, on est dans le bon point d'équilibre, que si on montait à 12, 14 jours, là on aurait de la désinscription, mais entre 2 push par jour et 10 push par jour, il n'y a pas débat, l'audience elle est mécaniquement corrélée. Les médias sont parmi les plus gros envoyeurs de push. Ah oui, nous on en a envoyé. Marché, il y a 2 chez Vente Privée, 10 chez l'Express. Nous on en a envoyé 12 000 l'an dernier. D'accord. Voilà. 12 000 push avec des contenus et des articles.
Ça calme. Alors, ça c'est l'un des premiers usages. Est-ce qu'il y a d'autres usages? Donc deuxième usage, maintenant on est dans le push segmenté. Donc maintenant, typiquement sur une marque comme Comté Maison, là on ne va pas en envoyer 10 par jour, on en envoie 4 par jour. Mais le 5e, il va être envoyé tous les jours à un segment différent. Donc on sait quels sont les utilisateurs qui lisent des articles sur le jardin, la salle de bain, la cuisine, et puis les gens qui ont été identifiés comme appétants à la cuisine ou au jardin, on leur envoie spécifiquement un article sur le jardin et la cuisine. Et là, les taux d'ouverture sont meilleurs. Mais ça a imposé une segmentation en amont pour identifier ces groupes d'intérêt. Elle n'est pas imposée, c'est-à-dire qu'on regarde le comportement des gens, on voit quels sont les types d'articles qu'ils lisent dans l'application et on leur envoie des messages en fonction du segment dans lequel ils sont rattachés. Et puis le troisième usage, comme tout le monde, on fait des réveils, des messages pour inciter à l'engagement pendant les premières semaines de vie de l'installateur d'application. Donc nous on a tout un scénario entre le jour de l'installation et le 20e jour, on envoie des messages pour le féliciter, lui dire de revenir, découvrir des rubriques, tel type de contenu, etc. Par exemple, quelqu'un qui n'aurait pas ouvert l'application, vous lui envoyez Donc quelqu'un qui n'a pas ouvert l'application pendant 7 jours, on va essayer de lui mettre une petite piqûre de rappel. Push spécifique, ouais. Voilà, push spécifique. Très bien. Charles, vous nous le disiez déjà, pour vous, la push notification, ça a été un des leviers essentiels pour le succès de votre application. Ouais. Tout à fait. Alors on est moins violent que l'Express sur le nombre de push qu'on peut envoyer par jour, sachant qu'on a deux catégories de push essentiellement, les push de marketplace, donc tous les push transactionnels, et les push marketing. Donc nous on essaye de pas trop abuser justement des push marketing. Ce que vous appelez les push marketing, c'est un push média envoyé à tout le monde, c'est ça? Ouais, voilà, ça pourrait être une news, ça peut être une nouvelle feature qui sort et du coup on a fait un petit article et on les renvoie sur une web view sur l'application. Enfin. Donc ça c'est quoi? C'est un par semaine? Ça c'est on essaye plutôt même de faire un par mois là-dessus, sachant qu'en fait ça dépend de l'état d'avancement de la société. Quand vous êtes en levée de fonds, ce qu'on connaissait l'année dernière, vous regardez plutôt des métriques de croissance, vous voulez montrer de l'usage et donc vous pushez comme des malades. Et puis là, une fois que vous avez les poches un peu pleines, finalement vous essayez de faire du qualitatif, essayer de faire revenir les mecs pour de bonnes raisons. Voilà, donc si on regarde un peu les taux d'usage, ce qu'on voit c'est qu'en fait, alors, dans la partie marketplace, on a les push qui sont envoyés à tous nos offreurs qui en fait reçoivent toutes les missions qui sont lancées par des demandeurs tous les jours. Donc c'est les mecs qui derrière ont mis leurs alertes parce qu'ils veulent faire de l'argent sur ces missions et donc ils répondent à ces missions. Puis évidemment, il faut répondre très vite. Il faut répondre très vite parce que pour remporter la mission, et donc le push c'est le meilleur des leviers. Voilà, exactement. Et en général, ça se passe en quelques minutes. Ce qu'on voit, c'est que globalement, ceux qui arrivent dans les 5 premières minutes sont les plus susceptibles de remporter la mission, parce que les conversations après démarrent et ceux qui arrivent derrière ont du mal à démarrer la conversation avec le demandeur qui sélectionne comme ça aussi. Donc du coup c'est pour ça que cette réactivité est absolument indispensable. Alors ce qu'on voit c'est que sur ces push d'alerte on est à peu près à 8% de taux de clic. Donc il faut savoir qu'ils en reçoivent beaucoup, nos offreurs, vu qu'on a beaucoup de demandes, donc il y a des moments dans la journée où ils ne sont pas disponibles, ils ne vont pas répondre dans les 5 minutes, etc. Donc 8% c'est déjà pas mal. Après on a les push transactionnels, simplement vous avez reçu un nouveau message, enfin tous les push de dialogue, et là on est plutôt autour de 20%. Et après on a certains push qui fonctionnent particulièrement, qui vont être des push type vous avez reçu un paiement ou votre service a été booké. Donc là on est bien sûr sur plutôt du 40%, puisque c'est des moments très, très importants dans la vie de la marketplace. En tout cas chaque échange avec vos membres se traduit par un push. Ça se traduit par un push, à l'exception de ceux qui n'ont pas opt-in. Donc on a heureusement un très gros taux d'opt-in et comme le disait Florence, ce qui est hyper important, c'est qu'on réengage, on réincite à opt-in à partir du moment où vous voulez engager avec la marketplace, quand on ne peut pas avoir un offreur qui reçoit des alertes et qui après n'a pas ses notifs allumés si son chat commence à démarrer, puisque sinon il ne verra pas qu'il a des interactions sur la plateforme. Et en effet, c'est une nuisance pour nous, puisque un mec qui n'a pas son opt-in, en général, dans 50% des cas, il va pas répondre, et donc le mec en face va se dire mais ça marche pas, il y a personne, c'est des faux offreurs, etc. Donc cette partie-là est hyper importante, donc on doit faire en sorte que les mecs soient vraiment actifs sur la marketplace. Florence, comment le push coexiste avec d'autres leviers marketing? Il me semble que dans votre métier, l'email a longtemps été le principal générateur d'activité. Comment les deux coexistent aujourd'hui? Est-ce que le push peut se substituer à l'email, ou est-ce que finalement les deux coexistent avec chacun leur usage spécifique? Les deux coexistent.
l'email, l'avantage c'est quand même la surface d'expression qui est particulièrement plus joyeuse que pour l'instant nous l'usage qu'on a de la notification. Quand on ouvre 40 ventes, personne lit le mail jusqu'en bas, hein. Ça se voit en fonction des zones de clic, mais il y a quand même une vraie circulation dans la partie haute de l'email. En fait, c'est vraiment complémentaire et c'est plutôt un média qu'on va jouer en complémentarité et pas en exclusivité. Après, ça nous a aussi permis, nous, d'entretenir une relation et de réengager des membres qui s'étaient désoptimisés à vente privée, parce qu'on a évidemment, nous, toujours une raison de leur envoyer un message et du coup, toujours une occasion de leur envoyer un email. Désoptimisés pour le push, mais pas pour le mail, c'est ça ? C'est l'inverse. Ils sont désoptimisés pour le mail et du coup, on a retrouvé une relation forte via la notification, parce qu'on a aussi géré avec parcimonie. Et c'est vraiment... mais je pense que c'est comme pour le mail, et ça évoque un peu ce que disait Patrick tout à l'heure sur le fait que finalement on est assez protégé avec ces logiques de si je veux plus recevoir de publicité en tant qu'utilisateur, je me désoptimise. Ceux qui acceptent de recevoir une notification, c'est qu'il y a vraiment une relation de confiance avec la marque, avec l'annonceur. Ce qui fait qu'ils sont certes pas la majorité de des membres de vente privée, mais en tout cas les quelques-uns, enfin c'est pas quelques-uns, hein, on parle de centaines de milliers de personnes, mais en tout cas les clients qui ont choisi de communiquer avec vente privée que par la notification sont des bons clients parce qu'ils ont aussi choisi ce média-là, et ça c'est important. Jérôme également, comment coexistent les différents leviers ? C'est totalement complémentaire, parce que d'un côté on a push notif qui est totalement synchrone, alors que sur l'email marketing on est asynchrone, donc l'activité email marketing est complètement vit en silo aujourd'hui sur l'activité push notif et vit avec, on a une quarantaine de newsletters, on a aussi des alertes infos par email. Oui, c'est ça, vous envoyez les emails à chaque breaking news, donc finalement c'est quand même des usages assez proches. Oui, mais on les envoie pas sur toute la base, alors que le push notif est envoyé sur toute la base. Sur les alertes info, elles sont envoyées une partie de la base. Et aujourd'hui, ce qu'on sait, on a essayé nous de faire de la collecte d'adresses email sur les applications. Donc dans le flux d'articles, vous avez un petit module d'inscription aux newsletters quotidiennes. Ça nous ramène quelques adresses email, mais ça reste marginal. Donc on voit bien que dans l'esprit des gens, et on a fait quelques focus group dans l'esprit des gens, pourquoi vous me proposez de m'inscrire à une newsletter quotidienne alors que je sois déjà le push notif. Mais c'est vraiment la version, ce qui est vraiment important, c'est le côté synchrone et le côté asynchrone. Donc les gens qui veulent de l'asynchrone, ils font de l'email, et les gens qui veulent du synchrone, ils font petit push notif. Charles, même question, vous avez commencé avec la notification, mais on reçoit aussi, l'ironie c'est qu'on reçoit aussi une sorte de petite notification quand on reçoit un email, aujourd'hui sur son smartphone. On aurait pu imaginer que les deux leviers, quelque part, répondaient aux mêmes fonctions. Alors, c'est une des vraies difficultés, c'est de ne pas faire de redondance justement entre les leviers. Clairement, je pense que nous, on peut être nettement meilleur sur l'utilisation des mails. Il faut savoir qu'en effet, en termes de délivrabilité, on a, chez nous, un vrai sujet avec le fait que beaucoup de mails passent en spam. Donc, clairement, on n'a pas des taux de performance qui sont aussi performants, enfin aussi bons que sur le mobile. Après, le paradoxe, c'est qu'en effet, nous, on a commencé par la notif. Le SMS, même si Martin pense que c'est le futur du mobile, faut savoir qu'en fait, pour l'instant, on l'utilise pas, mais c'est vrai qu'on pense l'utiliser pour en fait des actions clés, type le paiement, type le booking qui va derrière vous envoyer le numéro de téléphone de l'offreur et comme ça vous pouvez le contacter plus facilement. Donc en fait, c'est complètement complémentaire et c'est vrai que les différents outils doivent être vus comme ça. Concernant le mailing, justement, nous, on n'aura pas beaucoup de push marketing, mais on utilise le mail pour faire du marketing parce qu'en effet, la surface pour écrire des choses et pour communiquer est beaucoup plus large que sur un push. Après, petite chose sur les push, c'est que nous, pour l'instant, on n'a pas trop testé les photos, les vidéos, ça nous paraît un peu intrusif et un peu trop publicitaire, entre guillemets, pour ce qu'on fait, alors que nous, on veut faire vraiment de la marketplace pure. Par contre, un petit émoticône fait souvent la diff, donc c'est marrant de voir qu'on peut multiplier par 2 quasiment nos autres clics si on rajoute un émoticône. Ah oui, voilà. C'est énorme. C'est beaucoup.
Très bien, alors on s'est réunis ici ce matin aussi pour parler des nouvelles frontières de la notification push. On le voyait dans l'étude d'une présentation avec Cengage, il y a ces nouveaux leviers, notamment le navigateur et puis la messagerie instantanée. Florence, est-ce que chez Vente Privée, vous commencez aussi à tester la notification dans le navigateur, peut-être pour rattraper une partie de vos utilisateurs qui n'ont pas utilisé l'application? Alors aujourd'hui, il n'y a rien de live, c'est pas, y a pas de, mais on est en train de travailler dessus. Ouais. C'est évidemment un enjeu fort. On a certes plus de trafic sur mobile, donc il y a beaucoup de cross-device, c'est-à-dire que vous pouvez dans les parcours vente privée commencer le matin sur votre téléphone et puis terminer sur le web. Enfin, il y a un enjeu. Le web est pas mort. Oui, puis il me semble que sur iOS, tous les gens qui vous envoient un email passent d'abord par le browser, non, c'est ça? Oui, parce que ça, il y a une complexité avec iOS 10 pour envoyer directement dans l'app. Ouais, on a un sujet de deep link. C'est un peu technique pour moi. Moi, je fais du marketing, mais les gens de la DSI m'expliquent gentiment que je suis obligée de passer par une fenêtre avant d'envoyer sur l'application. Ça marchait il y a 6 mois, ça marche plus. Enfin, merci Apple. Non, mais c'est la vie, quoi. Ça fait partie des joies. En fait, notre métier, c'est pas que penser à des belles notifications, à des beaux parcours clients, c'est aussi se faire des réunions avec la DSI qui vous explique ça marche plus. Et bon, bah voilà, c'est une vraie leçon d'humilité aussi ces métiers-là. En tout cas, ironiquement, voilà, vous redécouvrez un peu le web mobile à travers cet incident technique, et du coup, pourquoi pas aussi proposer une interface, une expérience utilisateur avec des notifications. De toute façon, clairement, notre enjeu, il est de multiplier les points de contact avec nos clients et de leur dire et de leur raconter ce qu'on a de chouette à vendre aujourd'hui. Donc évidemment qu'on est en train de travailler sur ça, qu'on travaille aussi sur des chatbots, parce que nous, le service client, c'est aussi un sujet très très fort. Mais je vois ça plutôt pour un service client, parce que nous, la question principale qui nous est adressée côté service client, c'est où est mon colis ? Si cette question, on peut nous la poser en automatique via un chatbot, via un messaging, plutôt que d'appeler un opérateur qui va aller chercher une fiche technique, c'est plus de service pour le membre, parce que finalement le téléphone, c'est aussi une perte de temps, et puis ça peut être coûteux. Oui, puis c'est moins la bonne. Enfin, je veux dire, appeler un service client, c'est intrusif. Ça peut être ça peut être perçu comme moins moderne que d'aller sur Messenger poser une question directement à vente privée sur où est mon colis. Et je pense que c'est le sens de l'histoire. Après, nous, on en est encore qu'au test technique de est-ce que ça marche, est-ce qu'on peut relier nos systèmes d'information à tout ça. Mais c'est évident que c'est par là qu'il faut aller. En tout cas, c'est des sujets pour l'année 2017 chez vous. Oui, exactement. Voilà. Jérôme, on parlait tout à l'heure de votre trafic qui est encore majoritaire sur le web mobile. Est-ce que vous allez également tester les notifications sur cet environnement ? Alors à date, on n'a rien déployé, on regarde le sujet. Il y a quand même, notre point de vue, 3 écueils. Le premier, on l'a vu dans la présentation avec Cengage, c'est qu'il faut quand même expliquer à l'utilisateur et lui montrer où est-ce qu'il faut qu'il appuie pour devenir opt-in à du push web. Donc il y a quand même une réflexion à avoir sur... Vous voulez dire que ça fait un bandeau supplémentaire après celui sur les cookies Ça veut dire qu'il faut repenser une partie du produit, l'expérience utilisateur, et où est-ce qu'on insère le module, surtout quand vous êtes une marque d'info, est-ce que vous le mettez dans l'article, dans la home. Donc ça, c'est un sujet. Il y a les concurrents qui... C'est pas insurmontable en tout cas. Non, c'est pas insurmontable, mais pour nous, le principal point, c'est qu'on est quand même dans un mouvement de lutte contre tous les formats publicitaires intrusifs. Adblock, pour citer un gros mot, a quand même fait pas mal de dégâts, donc on est un peu dans une phase de nettoyage des formats publicitaires intrusifs. Si c'est pour se reprendre des pop-up, sur l'exemple, on voit Netflix, on est sur le site Netflix, on se prend une pop-up, c'est discount, je suis pas sûr que l'internaute lambda, il ait bien compris qui envoyait la pop-up. Donc ça peut avoir des impacts ensuite sur... tout l'écosystème Adblock, avec les gens qui vont dire ceci est un format publicitaire. Après, faire du push block si on abuse du format. On n'est pas, dans le smartphone, le push notif est bien perçu comme une fonction système, alors que là, dans l'exemple, je suis sur Netflix, je vois du Cdiscount, qui c'est qui m'envoie le message ? C'est Netflix, c'est le navigateur, c'est Cdiscount.
Vous avez peur qu'une approche un peu court-termiste de votre régie nuise Non, c'est pas une approche court-termiste de la régie, c'est juste en expérience utilisateur, rajouter des pop-up. Moi, je suis passé sur Windows 10 à Noël. La première expérience, c'est bam, il y a plein de fenêtres qui arrivent sur la droite. Entre les pop-up, les push system, les push notifs des applis Windows 10 et du push web, on peut avoir une grosse pile. Trop de notifications tue la notification et on se retrouvera un peu dans la même problématique avec l'email qui du coup est un peu abandonné par certains utilisateurs. Donc, en tout cas, c'est un sujet pour vous en 2017, le test de la notification web, où vous attendez encore un peu. On attend encore un peu. Par contre, on a adressé le sujet du bot, puisque ça fait un an qu'on a un bot sur Facebook qui revient à une expérience de push notif, puisque tous les matins à 8h30 et tous les soirs à 8h30 aussi, on push une sélection d'articles. Ça, c'est la fonction de base. Après, l'utilisateur peut raffiner en disant je veux des infos sur le sport, high-tech, économie. Et il aura une sélection, mais le principe de base, c'est de lui envoyer une sélection éditoriale des meilleurs articles le matin et le soir. D'accord. Et ça marche bien ou ça reste du domaine de la R&D Non, pour l'instant, ça commence à prendre. Après, sur les bots, le principal problème, c'est que contrairement aux applications, il n'y a pas de store. Donc, la découverte des bots aujourd'hui sur Facebook Messenger n'est pas forcément très, très facile. Je me souviens d'une présentation de Mythic à Abdez en novembre qui disait que pour faire découvrir son bot, il avait dépensé de l'argent sur Facebook. Donc il manque un peu le mécanisme de découverte. C'était peut-être ça le plan de Facebook d'ailleurs en introduisant cette nouvelle interface. En tout cas, voilà, vous allez tester vous aussi ces environnements. Charles, chez Stouti, quid du navigateur et quid de la messagerie instantanée? Donc nous, on aime bien avoir tout chez nous, même si ça met du temps. Typiquement, on a vocation à faire un chat qui soit aussi performant qu'un Messenger. Dans votre appli? Dans notre appli. On a développé un bot pour Messenger parce qu'on aime bien tester un peu ce qui se fait. Et c'est vrai que ça peut se faire en une journée. Voilà, c'est rapide. Mais en effet, en fait, on n'en a pas vu une vraie utilité. Et il y a un côté un peu intrusif. Et donner en effet de la pub par Facebook, sur Facebook, pour mettre les utilisateurs sur Facebook, ça fait un petit peu beaucoup dans l'idée. Donc non, a priori... on reste chez nous. Un chatbot, cet outil demain a vocation à potentiellement être un chatbot, c'est-à-dire que tout se fasse par un chatbot naturellement. C'est ça, parce qu'un chatbot n'est pas nécessairement sur Messenger, il peut également être dans l'application ou voire un site web mobile. Ah ouais, complètement, et c'est d'ailleurs l'espèce de rêve de notre responsable UX, c'est à la fin qu'il n'y ait qu'un chatbot, alors c'est son rêve actuel. On verra comment ça évolue. D'épurer le service et de n'en faire qu'un chatbot. D'accord. Exactement, et qu'après tout se fasse de manière automatique et jusqu'à ce qu'on trouve la bonne personne et qu'après on chatte. Donc voilà pour la partie chatbot. Et vous disiez que vous investissiez aussi pas mal dans le SEO pour attirer de nouveaux utilisateurs. Ouais. Donc du coup la partie web mobile, ça va devenir aussi un sujet pour vous? Ouais, clairement la partie web mobile est hyper importante. On s'en rend compte. Donc on essaye de mettre un peu plus d'efforts que par le passé sur cette partie-là. Du coup les notifications arrivent ou... En fait on les avait. Là on a fait, comme on vient de faire une grosse refonte, elles sont pas là en ce moment, mais on va clairement les remettre. Et oui, on sait à quel point le taux d'engagement est important, et notamment quand les gens reçoivent des messages, etc. Donc s'ils ne se rendent pas compte qu'ils ont un message, quand même ils sont connectés sur l'appli web, c'est hyper dommage, donc ça sera indispensable chez nous. Les chiffres étaient les mêmes entre le web mobile et l'application en termes de taux d'engagement Non, nous sur le web tout est moins bon. Donc, tout est moins bon, d'accord. Voilà. Mais peut-être qu'on fait moins bien, ça c'est une question. Et voilà, après... Et entre avoir des notifications sur le web et de ne pas en avoir, vous avez vu une différence? Ouais, pour le coup, il vaut mieux les avoir quand même. D'accord. Ouais. Bon. Un signe d'espoir. Ouais, exactement. Un signe d'espoir. Voilà, et puis de toute façon, il faut... il n'y a qu'une logique dans tout ça, c'est de tester et d'être capable de mesurer, donc d'avoir de la data, et en fonction d'ajuster, on est toujours dans la même logique. Le push, de manière globale, doit être vu comme un élément à part entière du produit, donc les mêmes tests... Très bien. Florence, rapidement, peut-être une question sur le ROI global de cette technologie. Il est positif. On parlait tout à l'heure du SMS, évidemment, qui a un coût d'envoi unitaire non négligeable. Le push, c'est un coût marginal quasiment gratuit. Pour vous, c'est une technologie qui est rentable, évidemment? Oui. Après, le sujet du ROI, il est un peu plus complexe. Je pense que le vrai sujet, c'est, en ce moment, c'est une des grosses questions, c'est l'attribution. C'est vraiment comment je mesure la contribution de chacun de mes médias. C'est quoi le parcours? En fait, on se rend compte qu'il n'y a pas de parcours idéal, que le consumer journée, c'est pas...
c'est bien sur des slides, mais en vrai, c'est pas la vie, quoi. Et le vrai sujet, il est de se dire, d'essayer d'approcher, c'est quoi le bon moment et c'est quoi le bon canal. Et on sait qu'on tire à 80% juste, quoi. On fait une loi de Pareto et puis vous voulez dire, vous n'êtes pas capable de dire telle proportion de mes ventes est passée par le push. En fait, soit je le fais en post-clic. Et quand je regarde par exemple l'usage de ma mère avec les notifications qui en fait les supprime, va ouvrir son application et me dire c'est super, j'ai reçu un email sur mon téléphone. Ma mère qui est pourtant très technophile vu sa génération, hein, qui a un usage smartphone. Donc elle aurait acheté parce qu'elle a reçu une notification, mais en la supprimant, du coup je la compte pas, alors qu'en fait je dois lui attribuer. Donc en fait c'est vraiment une leçon d'humilité ces sujets-là parce que un, on a plein d'enjeux techniques, deux, quand on mesure, on sait que l'attribution on fait un peu au doigt mouillé, quand on fait du post-clic, on sait que c'est 20% de la réalité parce qu'il y a tellement de manières d'usage possibles, donc en gros on mesure que si on est opt-in aux notifications, on est un meilleur client, ça c'est hyper clair. Après vous dire précisément, et franchement ce serait mentir de dire c'est 25% de mon chiffre d'affaires. Après je sais que ça me fait le trafic et que forcément pour acheter sur vente privée il faut venir, plus vous venez plus vous achetez, enfin évidemment on crée ces parcours-là. Après de manière précise au centime près, je sais que je sais pas, voilà. Merci. Jérôme, même question, est-ce qu'on pourrait évaluer le retour sur investissement de cette technologie ? Tant que les serveurs Apple et Google sont gratuits, effectivement on est sur un coût fixe de tous les outils, que ce soit français ou les non français, qui est largement amorti par ce qu'on génère en trafic, hein, parce que nous là aussi on n'est pas super précis sur le poids des visites liées aux utilisateurs qui ont souscrit au push notif, parce que quelqu'un qui est souscrit au push notif, de temps en temps il va évidemment ouvrir le push notif, mais des fois il peut ne pas ouvrir le push notif tout en étant inscrit au push notif, donc faire le total du poids, il faut compter les visites générées post-push plus les visites non générées par les gens qui sont optinés. Donc on sait que c'est plusieurs dizaines de pourcents, et qu'à plusieurs dizaines de pourcents, bien évidemment, c'est largement positif en ROI. De votre point de vue, en tout cas, c'est un levier plus puissant que le mail aujourd'hui ? En génération de trafic, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Enfin, si je regarde le poids de l'email marketing, mais ça je peux pas vous révéler les chiffres, le poids de l'email marketing sur les visites web d'un site média et le poids des push notifs sur des visites app d'une marque média, il n'y a pas photo. Le push notif, c'est aussi puissant que du SEO, hein, donc en génération de trafic. Donc ça, il n'y a pas photo. Après, ce qu'on peut dire, c'est que en moyenne, ça on a fait... Je ne sais pas si les gens ont réalisé que la push notification était aussi puissante que le SEO, qui est historiquement le levier principal d'acquisition de trafic. C'est simple, pour un média. Quand vous êtes une marque média, il suffit d'être le 25 décembre par exemple, d'avoir une rédaction en effectif très réduit, de ne pas donner les bonnes consignes et d'avoir une journée à 0 voire 1 push notif, et puis vous voyez l'audience, et puis vous voyez entre une audience normale et une audience de Noël avec 0 push notif, vous voyez la différence. Mais vous pouvez on a fait des stats sur... On a mis tous les points, les jours avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, et vous voyez les courbes qui sont croissantes avec un effet, comme je l'ai dit, au-delà de 10 push qui commence à décroître. En tout cas, levier évidemment extrêmement rentable, d'autant que il est en grande partie gratuit. Voilà. Après, sur la valeur client, nous, là, on a fait des calculs assez précis on sait qu'un utilisateur push notif, il nous rapporte 5 fois plus d'argent qu'un utilisateur pas push notif. Donc à chaque fois. Ça, on ne sait pas si c'est grâce à la push notif ou c'est juste parce que c'est des power users. C'est juste, c'est les power. Alors, voilà. Donc après, c'est les power users. Ils sont appétents à la marque. Ils sont inscrits au push notif. Quand ils changent de téléphone, on les perd, hein, parce que les gens évidemment changent de téléphone tous les 18 mois. Ça n'a pas changé. En tout cas, c'est un levier sur lequel vous allez continuer d'investir. Charles, même question. Est-ce qu'on pourrait quantifier le ROI de ce levier ? Probablement, mais. Nous, c'est vraiment tellement à part entière, assimilé au produit que on a du mal à envisager la vie sans push, hein, même si on est encore petit en termes d'envoi. On a quand même envoyé 3 millions de push le mois dernier. Si j'enlève ça, je sais pas exactement ce qui reste comme interaction sur la plateforme. Donc non,
c'est fondamental. Après, comme tous les outils puissants et gratuits, ça peut être aussi très destructeur. Donc, je pense que voilà, il y a encore besoin de probablement avoir des logiques de marché qui sont plus claires pour éviter que justement ce bel outil soit vu rapidement comme un gros outil de spam. Donc, voilà, je pense qu'il y a la MMA notamment un rôle à jouer pour qu'on continue de modérer un peu l'usage de push de manière générale. On va y travailler. Alors, je vais demander à tous les trois peut-être un mot de conclusion. Florence, ça serait quoi pour vous les perspectives? Vous continuez évidemment sur ce format en investissant quoi? L'automatisation, la segmentation, le multimédia, l'humour, ça serait quoi vos priorités? C'est tout. Non, après, enfin, c'est un média. Donc le sujet, c'est le vrai sujet pour nous, c'est qu'est-ce qu'on a à vendre aujourd'hui, et donc c'est l'offre. Et c'est juste d'adapter et de suivre ce qu'attendent nos membres. Mais notre métier, c'est un vieux métier, on est des commerçants. Notre métier, c'est de faire une jolie vitrine et de faire finalement un prospectus. Et donc, je pense que le push, le mail, le push web, c'est un joli prospectus. Et notre boulot dans mon équipe et dans mes équipes, c'est de bien le faire avec parcimonie. Il y a des choses qu'on teste, on se trompe. Et puis il y a des choses où on réussit un peu mieux. Donc je pense qu'on va continuer sur la personnalisation, on va continuer avec l'humour, on va continuer à essayer d'équiper le plus de monde possible en notification. J'avais pas en tête et je suis ravie de l'avoir entendu à ma gauche, mais le côté intrusif du push web, je pense que c'est quelque chose qu'il faudra gérer avec parcimonie aussi. Et puis voilà, on est des artisans. Hein. Merci Florence. Donc on rappelle, Vente Privée fait des ventes 2 fois par jour. On invite tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui à s'inscrire pour la vente de ce soir. Allez voir, il y a les Kids Day aujourd'hui, c'est Kids Corner. Vous avez une super belle notification in-app quand vous ouvrez l'application. Allez-y si vous avez des enfants. Je donnerai son avis à Florence après. Merci Florence. Jérôme, un mot de conclusion également. Un mot de conclusion, c'est juste pour dire qu'on a une autre utilisation du push, parce qu'on vient de lancer depuis décembre en soft launch. Les bons plans. Une application de code promo sur Android, donc qui s'appelle l'Express Code Promo, et là on utilise du push notif la segmenter parce que vous avez tous les principaux e-commerçants du marché qui sont disponibles. Donc je vais prendre un exemple de La Redoute par exemple. Quelqu'un qui va regarder des codes promo La Redoute, on va pouvoir le retoucher en lui envoyant des messages push notif. Et puis on a utilisé une petite astuce technique qui est aussi vieille qu'Android, mais qui est assez moyennement utilisée, qui consiste à faire du push local de l'application. Donc je suis sur laredoute.fr, je suis en train de surfer sur mon site e-commerçant en favori, que j'ai déclaré comme favori dans l'application l'Express Code Promo, et là, boum, je vais me prendre un push notif qui n'est pas envoyé par un serveur, qui est envoyé par l'application en local, qui va dire... Sur le smartphone. Qui va dire... Donc l'application se comporte un peu comme une toolbar, c'est ça? Envoyer ça sur le web? Comme une toolbar, mais qui va dire, tiens, tu es sur La Redoute, j'ai 5 codes promo en ce moment à te proposer. Donc ça, c'est... On va passer les 10 000 downloads bientôt, donc on est assez content de ces... Ça montre que l'Express élargit son périmètre d'activité. Et puis on invite évidemment tout le monde à télécharger cette application de code promo ou les différentes marques désormais du groupe SFR Média. Merci. Jérôme d'être venu ce matin. Charles, également un petit mot de conclusion. Donc nous la suite, c'est de nouveaux entrants. Donc on a pas mal recruté dernièrement. Donc en fait, on a quelques experts push CRM, etc. qui arrivent et qui justement vont nous permettre d'aller encore un peu plus loin dans ce qu'on fait. Donc la personnalisation, la data, l'A/B testing, le deep link, mieux gérer tous les deep links. Donc finalement c'est déjà mieux faire tout ce qu'on fait depuis des années et puis continuer à tester les nouveaux usages. Moi je pense que vraiment dans mon petit mot de conclusion c'est de rappeler que je pense qu'on a tous un rôle à jouer pour que le push continue d'évoluer, d'être important dans la vie des utilisateurs, mais que il faut mettre du contrôle parce que... Pas reproduire les erreurs peut-être d'autres leviers je pense années. Voilà, il y a plein d'applications qui ont eu un impact très négatif sur la perception du push, et c'est pour ça qu'il a fallu se battre un peu pour faire revenir les taux d'opt-in au niveau qu'on avait connu au début. Mais on invite tout le monde évidemment à télécharger votre application, cet outil. Si vous avez des travaux à faire ce week-end chez vous, n'hésitez pas à solliciter... les offreurs, c'est notamment. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, notamment. Si vous voulez vous faire livrer une tagine pour dans 1 heure. Pourquoi pas, aussi. En lisant l'Express et en faisant vos courses sur Vente Privée. Exactement. Merci en tout cas à tous les 3 pour ces témoignages. Josué, un mot de conclusion? Oui.
si ça marche, oui. Merci aux intervenants d'être venus ce matin. J'espère que vous repartez un petit peu plus riche qu'en arrivant. Donc, deux petites choses. Le prochain petit déjeuner aura lieu le 25 avril. C'est la commission sites et applications qui va l'organiser et le sujet tournera autour des applications. Donc on vous tient au courant, bien évidemment. Et puis pour ceux et celles qui souhaiteraient devenir membres de la MMA, Catherine Caillot qui est juste devant ou Julie qui était à l'accueil sont à votre disposition et moi-même pour répondre à toutes vos questions. On a un petit quart d'heure maximum pour faire du networking parce qu'on doit libérer les locaux de Yahoo à 10h30, 10h35 maximum. Merci beaucoup et bonne fin de journée.